À première vue, le Jacob's Well ne ressemble pas à un endroit dangereux. Il ressemble plutôt à une promesse, à une ouverture parfaite vers un autre monde. Quiconque découvre pour la première fois cette source naturelle située près de Wimberley, au Texas, comprend immédiatement pourquoi des générations de visiteurs ont été attirés par cet endroit. L'eau est d'une limpidité presque irréelle. Elle est si transparente qu'on croit pouvoir apercevoir le fond d'un simple regard. Le soleil réchauffe les falaises de calcaire clair, le vaste ciel texan s'étend à perte de vue, et au milieu de ce paysage apparaît un cercle d'eau fraîche d'une beauté presque surnaturelle. Mais c'est précisément cette beauté qui rend cet endroit si trompeur. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et rester avec nous jusqu'à la toute fin. Car plus cette enquête avance, plus il devient évident que le Jacob's Well n'est pas une simple piscine naturelle. C'est une porte, une entrée silencieuse vers un immense labyrinthe souterrain fait d'obscurité, de passages étroits et de pièges mortels qui ont déjà coûté la vie à des plongeurs pourtant extrêmement expérimentés. Aujourd'hui, la baignade dans le Jacob's Well est interdite pour une durée indéterminée. Les autorités du comté de Hayes ont estimé que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies. Pour beaucoup de visiteurs, cette décision semble difficile à comprendre. Comment un endroit aussi paisible peut-il représenter un danger? Comment une eau aussi limpide et accueillante peut-elle cacher une menace aussi redoutable? La réponse est simple mais inquiétante. Le Jacob's Well n'est pas dangereux malgré sa beauté. Il est dangereux à cause de sa beauté. Vu de la surface, tout paraît calme. L'ouverture circulaire de la source mesure environ 12 pieds de diamètre et s'ouvre au milieu du lit du Cypress Creek comme un immense cercle noir parfaitement dessiné. Pendant de nombreuses années, les journées d'été y rassemblèrent familles, adolescents, aventuriers et touristes. Certains restaient assis sur les rochers de calcaire à admirer l'eau. D'autres prenaient leur élan pour plonger depuis les falaises. L'eau reste toute l'année à une température d'environ 68 degrés Fahrenheit, offrant une fraîcheur constante même pendant les journées les plus brûlantes du Texas. Les rayons du soleil traversent les premiers mètres d'eau et dessinent de magnifiques reflets mouvants sur les parois calcaires. Tout semble lumineux, tout semble paisible. Tout semble parfaitement maîtrisable. Pourtant, cette illusion disparaît seulement quelques mètres sous la surface. Car lorsqu'une personne saute dans le Jacob's Well, elle ne plonge pas simplement dans une source naturelle. Elle pénètre dans l'entrée d'un immense réseau de grottes sous-marines. Sous cette ouverture presque parfaite, le puits descend brutalement dans les profondeurs avant de rejoindre l'aquifère Trinity, l'une des plus importantes réserves d'eau souterraine du Texas. Cet immense réseau alimente des rivières, des sources et d'innombrables puits à travers une grande partie du centre de l'État. Le Jacob's Well n'est qu'un point où ce monde invisible devient accessible. Pour la plupart des visiteurs, l'expérience s'arrête là où la lumière du soleil continue d'éclairer l'eau. Mais pour les plongeurs spéléologues, c'est précisément à cet endroit que le véritable voyage commence. Et avec lui, le danger. La première grande cavité se trouve à environ 9 mètres sous la surface. Elle reste relativement vaste, relativement lumineuse, suffisamment ouverte pour donner un faux sentiment de sécurité. Beaucoup pourraient en croire qu'ils contrôlent parfaitement la situation. Mais en dessous, tout change. La magnifique source se transforme progressivement en un véritable labyrinthe. Au moins 4 chambres principales s'enfoncent toujours plus profondément dans la roche. Chacune est plus sombre que la précédente, plus étroite, plus difficile à traverser. Les passages serpentent dans le calcaire comme les veines d'un organisme vivant. Les plongeurs ont donné des noms à certains de ces tunnels, des noms que personne n'oublie. Le canal de naissance, le cercueil. Ces appellations ne sont pas des exagérations destinées à impressionner. Ce sont des avertissements. Certains passages sont si étroits qu'un plongeur équipé d'une bouteille d'air peut à peine s'y glisser. Il est presque impossible de faire demi-tour. Corriger une erreur devient extrêmement difficile. Le moindre mouvement doit être parfaitement calculé. Et pourtant, le plus grand danger n'est pas toujours l'étroitesse des galeries. Il se trouve sous les palmes. Depuis des milliers d'années, une fine couche de sédiments calcaires s'est accumulée au fond de la grotte. Tant qu'elle reste immobile, elle paraît totalement inoffensive. Mais il suffit d'un simple coup de palme, d'un genou qui effleure le fond ou d'une main qui touche accidentellement le sol. En une fraction de seconde, l'eau cristalline devient totalement opaque. Les particules s'élèvent partout autour du plongeur. Toute visibilité disparaît. L'entrée par laquelle il est arrivé semble s'effacer. Il devient impossible de distinguer le haut du bas, la gauche de la droite. L'instinct pousse à fuir. Mais chaque mouvement aggrave encore davantage la situation. La respiration s'accélère. La consommation d'air augmente. Les secondes paraissent soudain interminables. Les plongeurs les plus expérimentés savent que c'est précisément cet instant
l'instant qui tue. Non pas parce que la grotte attaque, mais parce que la panique fait perdre toute capacité à réfléchir. Dans un environnement où il est impossible de voir quoi que ce soit, la seule chance de survie consiste souvent à rester parfaitement immobile, à contrôler sa respiration et à attendre que les sédiments retombent lentement vers le fond. Encore faut-il avoir suffisamment d'air pour patienter. Et tout le monde n'a pas eu cette chance. Au fil des décennies, le Jacob's Well a coûté la vie à au moins une douzaine de personnes. Certains corps ont pu être récupérés après des opérations de sauvetage extrêmement complexes. D'autres sont restés prisonniers du réseau souterrain dans des secteurs si dangereux que les équipes de secours ont finalement dû renoncer à les atteindre. À une époque, les autorités ont même tenté de condamner l'entrée de certaines galeries à l'aide de solides grilles métalliques afin d'empêcher de nouveaux accidents. Mais ces barrières n'ont pas résisté longtemps. Certaines ont été endommagées, d'autres ont été contournées. Et malgré toutes les tragédies déjà survenues, des plongeurs sont revenus. Encore et encore. Car pour certains passionnés, le danger ne constitue pas un avertissement. Il devient une invitation. C'est peut-être ce qui rend le Jacob's Well aussi fascinant. Même ceux qui connaissent parfaitement son histoire restent souvent immobiles au bord de cette ouverture circulaire, observant les profondeurs avec une étrange fascination. Ils contemplent cette eau d'un bleu éclatant, parfaitement calme, et ressentent quelque chose de difficile à expliquer, comme un appel, une curiosité presque irrésistible, comme si les profondeurs elles-mêmes attendaient depuis toujours qu'on vienne découvrir leurs secrets. Le Jacob's Well demeure silencieux. Il ne produit aucun bruit, il ne montre aucun signe de violence. Il ne révèle rien de ce qu'il cache réellement. Et pourtant, sous cette surface immobile se trouve un univers infiniment plus sombre et plus dangereux que ce que l'on pourrait imaginer. Puis est venu le moment où les spécialistes ont compris qu'aucun plongeur ne pouvait désormais explorer en toute sécurité les parties les plus profondes de la grotte. Les risques étaient devenus trop importants. Les passages trop étroits, les couches de sédiments trop instables, l'obscurité trop totale. Si l'on voulait enfin savoir ce qui se trouvait dans les chambres les plus profondes, il fallait envoyer autre chose qu'un être humain, une machine. Un matin particulièrement calme, une petite équipe de chercheurs arriva au bord du Jacob's Well. Plusieurs véhicules transportaient des caisses remplies de matériel, des bobines de câbles, des écrans de contrôle et différents équipements scientifiques. Au centre de toute cette préparation se trouvait un véhicule sous-marin, télécommandé spécialement conçu pour explorer les endroits où même les meilleurs plongeurs spéléologues ne pouvaient plus s'aventurer. Ce robot avait été fabriqué pour résister à une pression considérable, franchir des passages extrêmement étroits et fonctionner durant de longues heures dans une obscurité absolue. Ces puissants projecteurs à LED devaient éclairer chaque détail de la grotte, tandis que plusieurs caméras haute définition enregistreraient chaque centimètre parcouru. Contrairement à un plongeur, cette machine n'avait pas besoin de respirer. Elle ne pouvait pas paniquer. Elle ne ressentait ni peur ni fatigue, elle n'avait aucun instinct de survie. C'était précisément pour cette raison que tous les espoirs des chercheurs reposaient désormais sur elle. Peut-être allait-elle enfin révéler ce que personne n'avait réussi à voir depuis des décennies. Très lentement, le robot fut descendu dans le puits parfaitement circulaire. Depuis la surface, toute l'équipe suivait en direct les images retransmises sur plusieurs écrans. Les premiers mètres semblaient presque paisibles. La lumière du soleil pénétrait encore profondément dans l'eau cristalline, faisant briller les parois de calcaire dans différentes nuances de bleu. Le robot semblait flotter sans effort. Pendant quelques instants, on aurait presque oublié la réputation terrifiante du Jacob's Well. Mais plus il descendait, plus le décor changeait. Le bleu clair devenait progressivement un bleu sombre, puis un bleu presque noir. Enfin, toute trace de lumière naturelle disparut complètement. Les projecteurs du robot s'allumèrent. 2 faisceaux lumineux percèrent l'obscurité absolue. C'est alors que la véritable apparence de la grotte commença à se révéler. Les parois semblaient se rapprocher, les vastes cavités cédant progressivement la place à des fissures beaucoup plus étroites. Pendant des milliers d'années, l'eau avait sculpté le calcaire, créant des formes étranges et irrégulières. Certaines surfaces étaient étonnamment lisses, d'autres ressemblaient à des lames de pierre. À mesure que le robot avançait, la sensation devenait de plus en plus oppressante, comme si la montagne se refermait lentement autour de lui. Puis il atteignit un passage que tous les plongeurs connaissaient sous un nom bien particulier, le canal de naissance. Dès les premières images, chacun comprit immédiatement pourquoi ce tunnel portait ce nom. Le passage était incroyablement étroit. Il ne restait parfois que quelques centimètres entre le robot et les parois rocheuses. La moindre erreur de trajectoire aurait suffi à heurter la roche. Sous le robot reposait une épaisse couche de sédiments extrêmement fins. Des milliers d'années de poussière calcaire recouvraient entièrement le fond comme une neige immaculée. Le moindre contact aurait déclenché un immense nuage opaque capable d'aveugler instantanément les caméras. Le pilote manipula les commandes avec une précision exceptionnelle. Le robot avançait millimètre après millimètre. Dans la salle de contrôle, personne ne parlait.
parler. On entendait uniquement le léger bourdonnement des ordinateurs et le discret cliquetis des commandes. Tous les regards restaient fixés sur les écrans. Chaque minute semblait durer une éternité. Personne ne savait ce qui attendait derrière le prochain virage. Finalement, le robot franchit le passage. Une nouvelle chambre apparut devant lui. Elle était plus vaste que le tunnel précédent, mais certainement pas plus rassurante. À quelques mètres seulement, la lumière des projecteurs disparaissait déjà dans une obscurité totale. Au-delà, il n'y avait plus que du noir. On avait l'impression d'observer un endroit où aucun être humain n'avait posé les yeux depuis des décennies. L'eau était presque immobile. Rien ne semblait bouger. Tout paraissait figé dans le temps. C'est précisément cette absence totale de mouvement qui donnait à cet endroit une atmosphère profondément inquiétante. Alors que le robot avançait lentement dans cette immense chambre, les chercheurs remarquèrent soudain quelque chose. À l'extrémité du faisceau lumineux, une nouvelle ouverture, encore plus étroite que toutes les précédentes. Une fissure sombre qui s'enfonçait toujours plus profondément dans la montagne. Les plongeurs spéléologues connaissaient depuis longtemps cet endroit sous un autre nom, le point de non-retour. Pas seulement parce qu'il était extrêmement étroit, mais parce qu'au-delà de cette section, la moindre erreur pouvait devenir irréversible. Traverser ce passage signifiait accepter qu'il serait peut-être impossible de revenir en arrière. Les pertes de visibilité, les parois resserrées, les blocs instables et les énormes quantités de sédiments rendaient chaque mouvement imprévisible. Même les plongeurs les plus expérimentés expliquaient que passé cet endroit, l'expérience seule ne suffisait plus. Le robot orienta lentement ses caméras vers cette ouverture, puis il recommença à avancer, centimètre après centimètre. Toute l'équipe retenait son souffle. Ils savaient tous qu'il s'approchait d'une zone que très peu d'êtres humains avaient observée. Les projecteurs éclairaient successivement les parois, puis le fond, puis à nouveau les roches. Soudain, quelque chose brilla, à peine une fraction de seconde. Un très léger reflet métallique apparut entre les pierres et les sédiments. Au début, personne n'y prêta réellement attention. Peut-être un simple éclat de roche, peut-être un effet de lumière, ou simplement une illusion provoquée par la caméra. Le pilote ralentit immédiatement. Le robot s'approcha lentement. La caméra effectua un zoom prudent, et plus l'image devenait nette, plus le silence envahissait la salle de contrôle. Sous une fine couche de sédiments apparaissait un objet allongé, noir, manifestement artificiel. Ce n'était pas une roche, ce n'était pas une partie naturelle de la grotte, c'était quelque chose fabriqué par l'homme. Et à cet instant précis, les chercheurs comprirent que cette expédition allait probablement prendre une direction totalement inattendue. Le robot demeura immobile pendant quelques instants. Seules les minuscules particules flottant dans le faisceau de ses projecteurs rappelaient Ponte que quelque chose évoluait encore dans cette obscurité silencieuse. Très lentement, la caméra s'approcha davantage. L'image devint plus nette. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Il s'agissait d'une palme de plongée. Elle reposait à moitié enfouie sous une couche de sédiments calcaires, recouverte de dépôts minéraux accumulés au fil des années. Le caoutchouc semblait usé, fissuré par le temps, tandis que certaines parties avaient presque disparu sous les concrétions formées par l'eau. Rien ne laissait penser qu'elle avait été déposée volontairement à cet endroit. Tout indiquait qu'elle s'était détachée au cours d'un événement brutal, abandonnant son propriétaire dans les profondeurs. Le robot poursuivit lentement son balayage. Quelques mètres plus loin, un autre objet apparut, une bouteille de plongée. Sa surface était entièrement ternie par la corrosion. Les longues années passées sous l'eau avaient effacé toute trace de métal brillant. En continuant son inspection, la caméra révéla d'autres fragments d'équipement. Une sangle déchirée, un morceau de combinaison coincé entre deux rochers, des pièces métalliques dont il était devenu presque impossible d'identifier l'usage. Dans la salle de contrôle, personne ne prononça le moindre mot. Aucun commentaire n'était nécessaire. Tous comprenaient la même chose. Ces objets ne venaient pas d'être perdus. Ils reposaient ici depuis très longtemps. Le robot continua d'avancer avec une extrême prudence. Puis les chercheurs remarquèrent une anomalie sur le fond de la cavité. Entre les pierres, les émonces et les sédiments apparaissait une forme inhabituelle. Le pilote immobilisa immédiatement l'appareil. La caméra s'inclina lentement vers le bas. À mesure que l'image gagnait en précision, de nouveaux détails apparaissaient. Sous une fine couche de poussière calcaire reposant des ossements humains. Le squelette n'était que partiellement visible. Une partie du corps demeurait ensevelie sous des blocs rocheux et des dépôts qui semblaient s'être détachés du plafond de la grotte il y a très longtemps. L'un des bras paraissait coincé sous plusieurs pierres, comme si la victime avait été immobilisée au dernier instant sans jamais parvenir à se dégager. Le silence dans la salle de contrôle devint presque pesant. Les caméras continuaient d'enregistrer. La température constante de l'eau et l'absence presque totale de courant avaient conservé la scène pendant des décennies. Le temps semblait s'être arrêté. À cet instant, les chercheurs comprirent qu'ils n'étaient plus simplement en train d'explorer une formation géologique. Ils observaient les restes d'une personne entrée dans cette grotte et qui n'en était jamais
jamais ressorti. Le robot poursuivit lentement son inspection. Dans le faisceau lumineux apparurent encore d'autres équipements. Une seconde bouteille, des mousquetons, des morceaux de détendeur, des éléments d'anciens harnais. Tout était dispersé dans un espace où deux plongeurs auraient à peine pu se croiser. Plus les images défilaient, plus le scénario devenait évident. Cette chambre ne laissait pratiquement aucune possibilité de manœuvre. Devant le robot se dressait un immense amas de blocs instables. Derrière cette éboulis, la grotte disparaissait une nouvelle fois dans les ténèbres. Il devenait facile d'imaginer ce qui avait pu se produire. Un simple contact avec une pierre, un mouvement involontaire. Quelques blocs se détachent. Les sédiments sont projetés dans toute la cavité. La visibilité disparaît instantanément. Le plongeur ne distingue plus la sortie. Chaque battement de palme soulève davantage de poussière. La panique s'installe, et dans un espace aussi réduit, quelques secondes suffisent. Le robot demeura encore plusieurs minutes sur place. Ses caméras documentèrent méthodiquement chaque détail. Ce qui avait commencé comme une simple mission de cartographie venait de devenir une véritable enquête historique. Pour comprendre pleinement cette découverte, il fallait revenir plusieurs décennies en arrière, plus précisément en l'année 1979. À cette époque, le Jacobs Well était déjà considéré comme l'un des sites de plongée souterraine les plus exigeants du Texas. Sa profondeur, ses passages extrêmement étroits et les nombreuses zones encore inexplorées attiraient des plongeurs désireux d'aller toujours plus loin que leurs prédécesseurs. Les équipements de sécurité de cette période étaient très différents de ceux utilisés aujourd'hui. Beaucoup de procédures désormais considérées comme indispensables n'existaient pas encore. Les systèmes d'éclairage de secours étaient plus limités, les protocoles d'urgence beaucoup moins développés. Les plongeurs comptaient essentiellement sur leur expérience, leur sang-froid et leur capacité à improviser. Au mois de septembre de cette année-là, 2 plongeurs expérimentés décidèrent de s'enfoncer dans les profondeurs du Jacobs Well. Leur objectif était d'atteindre la 4e chambre, l'endroit que beaucoup considéraient déjà comme la partie la plus dangereuse de tout le réseau souterrain. À mesure qu'ils progressaient, la lumière du jour disparaissait derrière eux. Les galeries devenaient de plus en plus étroites, l'obscurité de plus en plus oppressante, et les marges de sécurité toujours plus faibles. Un 3e plongeur observait leur progression jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière un passage particulièrement resserré, puis il ne les vit plus. Quelques instants plus tard, une immense masse de sédiments remonta lentement depuis le tunnel. En quelques secondes, toute visibilité fut perdue. Le plongeur attendit. Il envoya plusieurs signaux lumineux. Aucune réponse. Les minutes passèrent, puis les heures. Peu à peu, chacun comprit qu'un drame venait probablement de se produire dans les profondeurs. Les secours furent immédiatement alertés. Ce qui semblait au départ être une opération classique de sauvetage devint rapidement l'une des interventions les plus complexes jamais menées dans cette grotte. Les plongeurs spécialisés arrivèrent sur place. Ils progressèrent lentement à travers les galeries. Mais très vite, le Jacobs Well imposa ses propres règles. Plus les équipes s'approchaient de la 4e chambre, plus les conditions devenaient dangereuses. Des amas de pierres instables obstruaient les passages. Une épaisse couche de sédiments recouvrait le fond. Chaque tentative de déplacer un bloc provoquait l'effondrement d'autres pierres. Les galeries semblaient se refermer devant les sauveteurs. Finalement, l'un des plongeurs les plus expérimentés accepta de tenter une dernière progression. Avec une extrême prudence, il avança centimètre par centimètre. La visibilité était mauvaise. L'espace disponible était à peine suffisant pour se retourner. Chaque respiration lui rappelait que la quantité d'air dans sa bouteille diminuait inexorablement. Puis, le pire se produisit. Une partie de l'éboulis céda brutalement. Des pierres glissèrent. Le plongeur fut projeté contre la paroi. Dans le même instant, les sédiments envahirent toute la galerie. En quelques secondes, l'obscurité devint totale. À la surface, personne ne savait si cette nouvelle tentative allait, elle aussi, se transformer en tragédie. Sous l'eau, le sauveteur luttait avant tout contre la panique. Il savait que s'il respirait trop vite, son air s'épuiserait en quelques instants. Il se força donc à rester parfaitement calme, à tâtonner lentement la roche avec ses mains, à retrouver progressivement le fil d'Ariane qui indiquait le chemin du retour. Après un temps qui lui sembla interminable, il réussit finalement à rejoindre la sortie. Lorsqu'il réapparut à la surface, son visage exprimait à lui seul toute la violence de ce qu'il venait de vivre. Son rapport était sans appel. La 4e chambre était devenue pratiquement inaccessible. Toute nouvelle tentative risquait d'ajouter de nouvelles victimes aux précédentes. Après plusieurs jours d'efforts, les responsables de l'opération prirent une décision extrêmement difficile. Les recherches furent définitivement interrompues. La grotte garderait ses victimes. Pour les familles, cette décision fut terrible. Il n'y aurait ni tombe, ni cérémonie auprès des disparus. Seulement la certitude que leurs proches reposaient toujours quelque part sous cette montagne de calcaire, dans un endroit où presque personne ne pourrait jamais retourner. Au fil des années,
Cette histoire contribua à renforcer la réputation du Jacob's Well. Chez les plongeurs spéléologues, la 4e chambre devint presque légendaire. Tout le monde connaissait son nom. Tout le monde connaissait les dangers qui s'y cachaient. Et pourtant, le désir de découvrir ce qui se trouvait encore plus loin ne disparut jamais. C'est précisément pour répondre à toutes ces questions que l'expédition robotisée prit une importance capitale. Pour la première fois, des images détaillées provenant des secteurs les plus profonds du Jacob's Well étaient enfin disponibles. Les vidéos confirmèrent ce que de nombreux plongeurs soupçonnaient depuis longtemps. Les galeries inférieures étaient en fait encore plus étroites, plus instables et plus dangereuses que tout ce que l'on avait imaginé. Les chercheurs passèrent des heures à analyser chaque séquence enregistrée. Image après image, ils commencèrent à comprendre pourquoi tant d'expéditions avaient échoué, pourquoi certains plongeurs n'étaient jamais revenus, pourquoi les équipes de secours avaient finalement dû abandonner. Tout semblait converger vers la même conclusion. La combinaison de passages extrêmement resserrés, d'éboulis instables, d'une obscurité absolue et d'une épaisse couche de sédiments faisait de la 4e chambre l'un des environnements souterrains les plus dangereux d'Amérique du Nord. Et pourtant, une question demeurait sans réponse. Le réseau de grottes s'arrêtait-il réellement à cet endroit? Ou bien existait-il derrière les amas de rochers d'autres galeries que personne n'avait encore explorées? Depuis de nombreuses années, les hydrologues étudient cette possibilité. Le Jacob's Well est directement relié à l'Aquifer Trinity, un gigantesque réservoir souterrain qui s'étend sous une grande partie du centre du Texas. En raison de son immense superficie, plusieurs spécialistes estiment qu'il pourrait encore exister des connexions inconnues reliant cette source à d'autres cavités souterraines. Personne ne connaît aujourd'hui les dimensions exactes de ce labyrinthe. Certaines galeries pourraient ne mesurer que quelques mètres. D'autres pourraient s'étendre sur plusieurs kilomètres avant de rejoindre d'autres réseaux encore inconnus. C'est précisément cette incertitude qui fait du Jacob's Well un lieu aussi fascinant. Chaque nouvelle étude apporte des réponses, mais elle soulève aussitôt de nouvelles questions. À mesure que les scientifiques approfondissaient leurs recherches, une évidence s'imposait. Le Jacob's Well possède deux visages totalement différents. À la surface, tout paraît paisible. L'eau limpide reflète le ciel. Le soleil danse sur les rochers de calcaire. Les visiteurs prennent des photographies. Le silence semble presque apaisant. Rien ne laisse deviner qu'à quelques mètres seulement sous leurs pieds commence un univers où les erreurs ne pardonnent pas. Dans les profondeurs, la réalité est tout autre. Il n'y a plus de lumière, plus aucun repère. Les tunnels deviennent si étroits que chaque mouvement doit être calculé. Chaque respiration compte. Chaque décision peut devenir la dernière. C'est peut-être ce contraste qui explique pourquoi cet endroit exerce une fascination si puissante. Beaucoup de visiteurs racontent ressentir une étrange émotion en regardant l'ouverture parfaitement circulaire du puits. Ce n'est pas exactement de la peur, ce n'est pas non plus une simple curiosité. C'est quelque chose de plus difficile à définir. Une impression que les profondeurs cachent encore une histoire inachevée. On se surprend à imaginer ce qui se trouve derrière la prochaine galerie, puis derrière la suivante. Et plus longtemps on contemple cette eau parfaitement calme, plus il devient évident que l'on n'aperçoit qu'une infime partie de cet univers souterrain. Pour les géologues comme pour les spéléologues, le Jacob's Well demeure un phénomène naturel exceptionnel. Une grande partie des galeries actuellement connues a été cartographiée, mais personne n'est capable d'affirmer avec certitude que toutes les connexions ont été découvertes. Les réseaux souterrains évoluent au fil des millénaires. Des plafonds peuvent s'effondrer, de nouveaux passages peuvent apparaître. Les courants souterrains modifient progressivement la structure même de la roche. C'est ce qui rend leur exploration particulièrement complexe. Les scientifiques savent également que plusieurs autres grottes du Texas abritent des espèces animales qui vivent exclusivement dans une obscurité totale. De petits crustacés dépourvus de pigmentation, des salamandres aveugles, des invertébrés parfaitement adaptés à un monde où la lumière n'existe pas. Ces créatures ont évolué pendant des milliers d'années dans des conditions extrême. Personne ne peut affirmer avec certitude si les secteurs encore inexplorés du Jacob's Well abritent eux aussi des espèces inconnues. Chaque nouvelle mission scientifique enrichit notre compréhension, mais elle rappelle également combien il reste encore à découvrir. Quelle est la véritable taille du réseau? Quels passages n'ont encore jamais été franchis? Quels tunnels sont définitivement condamnés par les éboulis? Et combien de secrets reposent toujours derrière ces fissures plongées dans l'obscurité?
Au fil des décennies, d'innombrables histoires sont nées autour du Jacob's Well. Certaines évoquent des bruits mystérieux entendus sous l'eau, d'autres parlent de courants inexplicables. Quelques plongeurs racontent avoir perdu tout sens de l'orientation sans comprendre pourquoi. Comme dans beaucoup de lieux souterrains célèbres, les récits se sont peu à peu mélangés aux légendes. Les faits réels ont nourri l'imagination. Les accidents sont devenus des histoires, racontées de génération en génération. Pourtant, même sans la moindre légende, le Jacob's Well inspire déjà un profond respect. Il rappelle avec une force remarquable à quel point la frontière entre beauté et danger peut être incroyablement mince. Depuis la surface, tout semble paisible. Sous cette eau transparente se cache pourtant un immense labyrinthe façonné par la nature pendant des centaines de milliers d'années. Les expéditions modernes ont permis de révéler une partie de ces secrets, mais elles n'ont pas tout expliqué. Certaines galeries restent inaccessibles, d'autres sont désormais interdites à toute exploration humaine. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus. Tous les lieux n'ont pas vocation à être entièrement conquis. La nature fixe parfois elle-même les limites que l'homme ne devrait pas franchir. Le Jacob's Well est bien plus qu'une simple source naturelle au Texas. C'est un rappel spectaculaire de la puissance de notre planète. Un endroit capable d'attirer les visiteurs par sa beauté, de captiver les scientifiques pendant des décennies et de conserver encore aujourd'hui une part de mystère que personne n'a totalement percé. À la surface, l'eau demeure parfaitement calme, mais dans les profondeurs, le silence continue de garder ses secrets. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que le Jacob's Well continue de fasciner autant de personnes à travers le monde. Et vous, pensez-vous que le Jacob's Well soit simplement une merveille géologique dissimulant un réseau de grottes exceptionnellement dangereux? Ou croyez-vous que les parties encore inexplorées renferment des découvertes capables de transformer tout ce que nous savons sur cet endroit? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez les histoires consacrées aux lieux mystérieux, aux expéditions scientifiques et aux découvertes fascinantes, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne, car les prochains mystères n'attendent qu'une chose, être enfin découverts.